On en était à notre système lymphatique. Système lymphatique, vous avez vu un petit peu ses caractéristiques. Attends, je te laisse t'asseoir. Il faut bien comprendre que les caractéristiques du système lymphatique et du sang sont parfaitement pensées pour que chacun d'entre eux atteigne son objectif. C'est-à-dire pour l'un, nourrir, pour l'autre, permettre l'élimination et le traitement des déchets. Il y a un truc qui est intéressant quand même dans le corps, c'est que, comme je vous l'ai dit, le circuit lymphatique n'a pas de porte de sortie à l'extérieur. Pour un système de collectage de déchets, on se dit, bon, il doit y avoir un problème. Donc c'est là où on a dit qu'il y a un système de traitement et de diminution de la toxicité, on va dire, embarqué à l'intérieur via les ganglions lymphatiques, et qu'ensuite, eh bien, il y a une communication avec ce qu'on appelle les émonctoires, on verra exactement ce que c'est, ce sont les portes de sortie de l'organisme. Il y a un point qui est intéressant et qui a fait souvent débat, c'est le fait qu'il y ait entre le sang et la lymphe un point de contact. À ce niveau-là, eh bien, le circuit lymphatique et le circuit sanguin ont un point de contact. Alors, si on lit un bouquin de physiologie, on entend dire « la lymphe se déverse dans le sang ». Alors c'est assez intéressant parce que sur le plan idéologique, moi ça m'avait toujours paru aberrant. Je ne comprenais pas pourquoi la lymphe allait collecter les déchets pour en débarrasser le sang, et puis d'un seul coup elle allait se verser dans le sang. Je me disais, il y a un truc là, il y a quelqu'un qui a fait un gag, quoi. Quelque chose, c'est qu'en fin de compte, dans le système lymphatique, il prenait, quand c'était dans le sang rouge, il prenait les cochonneries et après il redéversait dans les veines, qui remontaient pour se repurifier là, au moment du cœur. Oui, mais il semblerait surtout que dans le circuit lymphatique, il peut y avoir des éléments nourriciers pour le corps, qui sont récupérés, qui sont retraités. Et donc à ce moment-là, qu'il y ait une zone de contact entre les deux est intéressant. Sauf que si vous versez de l'huile dans de l'eau, qu'est-ce que ça donne? Il n'y a pas de miscibilité. Donc la lymphe ne peut pas se verser dans le sang. Ce n'est pas parce qu'il y a une zone de contact qu'il y a des échanges que l'un se verse dans l'autre. Et donc, il y a une idéologie qui dit la lymphe se verse dans le sang, mais en vérité, il n'y a rien de cela. Il n'y a rien qui prouve que la lymphe se verse dans le sang, il y a un contact entre les deux. Un peu comme s'il y avait de l'huile et de l'eau qui étaient en contact, et il peut y avoir des échanges de nutriments entre les deux. Mais la lymphe ne se verse pas dans le sang. Donc c'est une notion que je voulais repréciser. Donc, on va y revenir à plusieurs fois sur cette notion de sang et de lymphe, mais c'était pour poser ces bases essentielles qui vont maintenant nous permettre de nous intéresser aux systèmes, les uns après les autres. Comme je vous l'avais dit, durant les 2 premiers jours, jusqu'à demain soir à peu près, on va mettre en place les différents systèmes pour ensuite pouvoir les faire fonctionner ensemble et voir un petit peu comment tout ça marche. Alors c'est un petit peu laborieux au départ, mais c'est nécessaire parce qu'après, on va pouvoir courir et examiner des situations, des circonstances de vie, et à partir des connaissances que nous aurons forgées, eh bien, arriver à les utiliser, à les faire fonctionner. Donc, je vous l'ai dit, on va raisonner au niveau du corps par système. Donc, au niveau des systèmes, il y a un système que je voulais voir en premier. C'est ce qu'on appelle le système éliminatif. Puisque je vous ai dit, la lymphe ne sort pas à l'extérieur. La lymphe, elle a pour but, pour objectif, pour fonction d'épurer les déchets. Et les déchets, à partir du moment où ils ont atteint un niveau de toxicité suffisamment bas, ils sont éliminés. Ils sont éliminés par des produits qu'on appelle les émonctoires. Quand on parle du système éliminatif, on parle de ces portes de sortie de l'organisme que sont les émonctoires. Donc, les émonctoires normaux sont au nombre de 4. Ils sont au nombre de 4. Il y a les reins, les intestins, la peau et les poumons, les bronches. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, les notions essentielles au niveau de ces émonctoires, c'est que même si chacun d'eux a des spécificités, si un émonctoire fonctionne mal ou est surchargé, la charge toxique va se reporter sur les autres. Ça, c'est vraiment une vieille loi d'hygiénisme et de naturopathie. Donc, s'il y a un émonctoire qui est saturé et qui souffre, et on va voir exactement ce que ça veut dire, eh bien, la priorité, c'est de faciliter le fonctionnement des autres pour dériver et détourner vers là.
L'émonctoire principal de l'organisme, c'est l'émonctoire intestinal. Ben, ça dépend pourquoi. Tout ce qui est volatile, ben, ça va plutôt être les bronches et les poumons. Tout le reste, l'émonctoire principal et l'émonctoire intestinal. Je n'ai jamais eu d'informations vérifiables pour connaître la différence émonctorielle entre les reins et les intestins. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les intestins élimineraient tel type de produit et les reins tel autre type de produit? Jamais personne ne m'a répondu à cette question de manière satisfaisante. Donc, je ne peux pas vous donner d'explication, je ne connais pas assez. Ce que je sais, c'est que parmi les émonctoires, les poumons sont spécialisés dans l'élimination de tout ce qui est produit volatile et tout le reste, ça va passer majoritairement par les intestins. Alors, quand on dit intestin, on parle en particulier, ce que vous voyez sur le tableau, voilà, ça c'est le côlon. Donc, avec d'abord le côlon ascendant, voilà, à ce niveau-là, qui se situe ici, le côlon ascendant. Après, vous avez le côlon transverse, à ce niveau-là. Le côlon descendant, à ce niveau-là. Le sigmoïde et le rectum. Le côlon, on va le voir en détail quand on va parler aussi de tout le système digestif. Le côlon est vraiment l'organe d'élimination par excellence de l'organisme. Le côlon, donc, c'est une continuation de l'intestin grêle. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle un sphincter, qu'on appelle la valve iléocécale. Alors, c'est une valve qui se comporte comme un clapet sans retour. C'est-à-dire que les produits peuvent passer dans un sens et pas passer dans l'autre. C'est-à-dire que ça peut se déverser de l'intestin grêle dans le côlon, mais ça ne peut pas repasser du côlon dans l'intestin grêle. Impossible et very dangerous. Very, very dangerous. Par contre, on verra, on en parlera, on l'a évoqué tout à l'heure à la pause, si de la matière ne peut pas remonter, on constate de plus en plus, ça commence à être vraiment connu, que des bactéries peuvent remonter. Alors quand on parle de bactéries, il faut savoir que puisque le côlon est la zone d'élimination, au niveau du système digestif, quand on parle de colonies bactériennes, c'est surtout au niveau du côlon. Le côlon est particulièrement remarquable par les quantités de bactéries qu'il héberge. L'intestin grêle devrait contenir beaucoup moins de bactéries. Parce que l'intestin grêle étant un organe d'assimilation, s'il y a beaucoup de bactéries dans l'intestin grêle, elles vont être en compétition avec nous-mêmes pour nous alimenter. Parce que si les bactéries, elles becquent à notre place, ben les aliments, ils ne vont pas pouvoir passer au travers de la muqueuse intestinale parce qu'elles vont manger. Et on verra qu'est-ce que ça peut occasionner. Donc, les bactéries, les bactéries se trouvent principalement dans le côlon. Le côlon est un organe d'élimination. Alors, le côlon a une caractéristique. Vous avez vu qu'il y a le côlon ascendant, côlon transverse, côlon descendant, sigmoïde et rectum. De par la notion de gravité, on va comprendre qu'il y a des zones dans lesquelles c'est plus facile de faire transiter. La descente, c'est ouh, ça glisse tout seul, à ce niveau-là. Le sigmoïde, ça commence à faire un pli et un angle. Chaque fois qu'il y a un angle, ça complique tout. Au niveau du côlon. Le côlon ascendant, eh bien là, il faut avoir quelque chose qui va faire monter, qui soit extrêmement puissant. Alors, ce qui fait monter, c'est ce qu'on appelle le réflexe péristaltique. L'onde péristaltique, c'est une onde qui se propage le long des intestins, et particulièrement du côlon. C'est une onde alors qui est véhiculée, qui est contrôlée par l'hypothalamus dans le cerveau, qui communique avec les intestins via un nerf qu'on appelle le nerf vague. Vous avez déjà certainement entendu parler de malaise vagal. Donc c'est en lien avec le fonctionnement du nerf vague. Et donc ce nerf-là motive le fonctionnement péristaltique, c'est-à-dire la contraction musculaire du côlon qui va faire progresser les selles. Il faut bien comprendre que chaque fois qu'il y a un angle, par exemple je pense à l'angle là qu'on appelle l'angle hépatique, par exemple, eh bien cet angle-là va être une zone compliquée de passage, dans lequel on va pouvoir avoir des stagnations. Autre chose que je voulais vous faire remarquer au niveau du côlon, c'est assez intéressant, regardez où se connecte l'intestin grêle avec le côlon, la zone de la valve séco-iliaque. Eh bien, juste en dessous, vous voyez que le côlon ne démarre pas à cet endroit-là, il redescend en dessous. Je ne sais pas vous, mais moi ça me rappelle un truc, ça me rappelle les siphons dans les lavabos.
Et je vais vous raconter, moi, comment ça se passe dans mon lavabo. Étant donné qu'à la maison, nous sommes extrêmement méticuleux et précautionneux, on va dire qu'au moins 2 fois par jour, il faut démonter le siphon, parce qu'il y a à peu près tout et n'importe quoi qui est passé dans la bonde. D'accord ? Donc régulièrement, j'ai un seau qui est à proximité, c'est facile, je démonte le siphon, il y a tout un tas de MERDE qui tombent avec l'eau, et puis hop, l'évier il avale à nouveau, jusqu'à quelques heures suivantes où ça va repartir de plus belle. Mais bon, j'ai pris l'habitude, c'est plus simple pour nous. Et là, ben, le corps, il est exactement fait pareil. Il y a une véritable bonde, hein, quelque part, un siphon, qui est cette partie-là du côlon, qui se trouve en dessous de la valve séco-iliaque. Sauf que la seule différence, c'est que contrairement à mon évier, la fonction de... elle ne fonctionne pas, ça n'existe pas. Et vous allez voir qu'il y a une espèce de un petit verre là, hein, qu'on voit sur la droite là, du bas du côlon. Hein. C'est ce qu'on appelle l'appendice. Et ça, c'est l'appendice. L'appendice est un ganglion lymphatique majeur. Donc si on réfléchit, on se dit, on a une zone qui joue le rôle de siphon. C'est-à-dire une zone dans laquelle certains produits, certains déchets vont pouvoir retomber. On a un ganglion lymphatique qui est là pour les traiter. Waouh, tant mieux. Vu qu'on ne peut pas le démonter, tant mieux. Par contre, il peut arriver que ce ganglion lymphatique, il soit enflammé. Enflammé, ça veut dire quoi? Gonflement et prolifération bactérienne. Hein? Si on le squeeze et si on le supprime à ce moment-là, je fais partie de la génération appendice enlevé. Hein? Si on l'enlève, ça a été la mode, vous savez, c'est comme les appareils dentaires, les trucs comme ça. On passe, il y a des... Ce qui est... Pardon? Ils disent que tu vas mourir parce que tu fais une péritonite, il faut être opéré d'urgence, donc moi 16 ans, allez hop. Alors bon, péritonite c'est autre chose, mais le ganglion lymphatique qui est là, si on le supprime, on perd le moyen qu'on avait d'épurer cette zone par un ganglion lymphatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va être plus compliqué. On a montré qu'il y avait une corrélation entre l'ablation de l'appendice et la présence de développements tumoraux dans le bas du côlon ascendant. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas votre appendice, vous allez développer une tumeur, et vous aurez plus de risques de développer une tumeur dans cette zone pour la bonne et simple raison qu'un des moyens d'épuration de cette zone n'est plus là. Hein. Si vous avez un mode de vie qui n'est pas propice à la formation de tumeurs, il n'y aura aucun problème, sauf que vous avez un moyen de secours qui n'y est pas, tout simplement. Hein. Donc, souvent, on fait très très peur avec l'appendicite. Hein. On dit, voilà, quand il y a une inflammation de l'appendice, c'est extrêmement grave. Moi, je peux vous assurer, pour l'avoir vu, hein, que entre lavement et huile de ricin, on peut rattraper à peu près n'importe quel appendice enflammé. Ah, vraiment, c'est pose aucun problème. Tu fais jeûner la personne, lavement et huile de ricin, souvent même le lavement seul suffit à récupérer le truc. Parce qu'en faisant un lavement, si tu sais bien le faire circuler, en massant bien la personne, tu arrives à descendre vraiment au départ du côlon ascendant, tu arrives à dégager de la matière qui était stagnante à ce niveau-là, ça suffit à alléger le travail de l'appendice qui redescend dans les quelques heures suivantes. Les cataplasmes d'huile de ricin vont activer le fonctionnement lymphatique dans cette zone et c'est parti. Alors après, on me dit, l'appendicite, donc l'inflammation de l'appendice, conduit à la péritonite. Et en plus, pour te faire plus peur, on te dit péritonite. Oui, mais péritonite aiguë. Alors là, aiguë. Là, tu es aigu. Oh. Non, pas la péritonite, non, je vous en prie, tout ce que vous voulez, pas la péritonite. Là, on t'a dit aigu, là, t'es scotché. Sauf que le mec, il te le prépare bien, il te dit péritonite aiguë. Alors, péritonite aiguë, hein, le péritoine, c'est une poche hein, qui entoure tous les viscères, hein, donc le côlon et l'intestin grêle. Hein. Le péritoine, c'est une espèce de poche en tissu conjonctif qui entoure tous les viscères. Si l'ensemble de la zone viscérale est congestionné et enflammé, eh bien, à ce moment-là, le péritoine peut être, lui aussi, enflammé et congestionné. L'appendicite ne conduit pas de fait à la péritonite. Simplement, si déjà l'appendice est enflammé, ça veut dire que toute cette zone est particulièrement toxique. Si l'appendice n'arrive pas à faire face et qu'on continue à en rajouter, eh bien à ce moment-là, il y aura une inflammation généralisée de toute cette zone. Mais l'appendicite ne conduit pas à la péritonite automatiquement. D'ailleurs, c'est pas vérifié du tout, j'arrive. Hein. Et simplement, on peut renverser une appendicite, entre guillemets, simplement en arrêtant d'en rajouter et en permettant un bon nettoyage intestinal. Une question.
question par rapport au côlon ascendant. Si on le coupe une bonne partie du côlon ascendant, qu'est-ce qui se passe pour le corps? Et qu'on le relie à l'anus? Non, qu'on en coupe une partie et puis on... Ah oui, alors c'est très à la mode ça, on enlève des morceaux de côlon. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour le corps? Alors une des fonctions essentielles du côlon aussi, ben, c'est d'absorber l'eau. Hein. C'est-à-dire que le bol alimentaire, on va le voir quand on va faire le système digestif, il arrive sous forme semi-liquide à l'entrée du côlon. Et au niveau du côlon, eh bien, il va y avoir absorption d'eau de manière à déshydrater les matières et à former des sels, des vrais sels. Si le côlon a une longueur moindre, la plupart du temps, il se trouve que les personnes ont une diarrhée chronique. Plus on en a enlevé, plus ils ont une diarrhée chronique. Sauf qu'on ne leur dit pas avant d'enlever le côlon. Pourquoi? Ben parce que tu n'as plus assez de longueur pour capter, pour déshydrater tes sels. C'est au fur et à mesure de la progression des sels dans le côlon, hein, que les sels sont déshydratés, que l'eau est absorbée. Diarrhée chronique, automatiquement. Et on peut enlever des gros morceaux de côlon. Alors, c'est gênant parce que, effectivement, tu vas avoir une diarrhée chronique. C'est surtout gênant parce que toute la longueur du côlon est nécessaire pour réaliser toutes les éliminations. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'élimine pas les mêmes choses aux mêmes endroits dans le côlon. C'est-à-dire le côlon ascendant va avoir une spécificité, le côlon transverse va avoir une spécificité, le côlon descendant, le sigmoïde vont avoir une spécificité. La zone anale a une particularité, elle a une grande surface d'absorption. Je vous ai dit, le côlon, c'est surtout élimination, c'est donc du milieu intérieur vers le milieu extérieur. Un tout petit peu en sens inverse, on peut quand même absorber au niveau du côlon, mais au niveau de l'anus, eh bien, ça marche bien dans les deux sens. Hein, c'est pour ça qu'on utilise par exemple les suppositoires. Hein, ben parce qu'il y a une grande surface d'absorption au niveau de l'anus. C'est une très bonne façon de faire absorber les matières par l'organisme. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça, c'est un très joli côlon, mais techniquement, ça n'existe jamais. Joanne, on se fait plaisir ? Problème courant du côlon, c'est dans votre cahier de cours. Je ne sais plus quel spécialiste de chirurgie viscérale avait dit le seul côlon qui ait cette allure que j'ai vue, c'était dans mon livre d'anatomie en première année de médecine. C'est pardon qui ? C'est possible, je ne sais plus qui avait dit ça. En tout cas, voilà, c'est des côlons comme ça n'existe pas. Donc le premier, le côlon normal, ça n'existe pas. Tout à l'heure, on va vous montrer quelques radiographies de vrais côlons, de vrais gens. Et vous allez voir que c'est rigolo. Alors, il y a un phénomène qui est très très intéressant. Excusez-moi, pas de brouhaha, parce que sinon j'y arriverai pas. C'est le phénomène du prolapsus. Prolapsus, qu'est-ce que c'est? C'est quand le côlon descendant, le côlon transverse, eh ben, forme cette poche-là, comme ça. Il tombe. Alors là, vous allez me dire, oh non mais là, c'est exagéré. C'est exagéré. Ben pas du tout. Pas du tout. Des prolapsus comme ça arrive très très fréquemment. D'ailleurs, vous verrez que tous les phénomènes qu'on va voir, ils peuvent se conjuguer. On peut avoir un prolapsus avec une dilatation du côlon et des verticules dans la même zone. Donc, prolapsus, c'est quand le côlon tombe. Alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est d'autant plus embêtant, ce prolapsus, que, je vous ai dit, l'onde péristaltique, eh bien, elle est beaucoup plus forte dans le côlon ascendant que dans le côlon descendant. Parce que d'après la loi de la gravité, le corps a beaucoup moins à forcer pour faire descendre que pour faire monter. Donc, naturellement, l'onde péristaltique est moins forte ici que ici. Elle est moins forte ici que ici, là où il fallait monter. D'accord ? Parce que, théoriquement, le côlon transverse, il est à plat. Mais si le côlon transverse, il fait comme ça, vous imaginez la belle remontée là qu'il faut se faire avec une onde péristaltique qui est relativement faible. La zone du côlon transverse, lorsqu'il y a un prolapsus, est de loin la zone la plus toxique de tout le côlon, qui est toujours la zone la plus toxique de tout l'organisme. On le verra quand on fera l'initiation à l'iridologie. Je vous montrerai comment en iridologie on voit parfaitement ça. On voit parfaitement les prolapsus au niveau de la reconnaissance dans l'œil, et on voit la toxicité de ces zones-là, et on se rend compte que chaque fois qu'il y a un prolapsus, cette espèce d'anse-là, cette partie-là, hein, dans laquelle il n'y a quasiment plus aucun balayage, c'est un sac de... Voilà. D'où ça vient?
Alors, d'où ça vient si c'est creusé comme ça? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, le côlon transverse, il est suspendu. Vous savez, tous les organes dans le corps, ils sont reliés les uns aux autres. Il est suspendu là par des muscles. Hein, il est suspendu au diaphragme. D'accord? Si ces muscles se retrouvent, parce que ce qui circule dans le côlon, c'est globalement des matériaux relativement toxiques. Hein. Donc tous les tissus adjacents peuvent être impactés par cette toxicité. Et il peut se trouver que ces muscles-là voient leur tonicité diminuer par le simple fait qu'ils essaient de déminéraliser. Ils perdent un petit peu de leur tonicité. Ce qui fait que le côlon transverse commence doucement à descendre. Il commence doucement à descendre. Donc il y a de la matière qui va commencer à stagner. La matière qui va stagner va exercer un poids. La matière qui exerce un poids va commencer à le faire descendre. Et plus il descend, et plus il va faire stagner de matière. Et à partir de là, c'est parti, ça descend. Alors, non seulement ça va être une zone de toxicité très importante, ça va pouvoir venir appuyer sur les organes inférieurs. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles au niveau de la prostate, et ainsi de suite. Et puis un jour, on se rend compte que leur prostate, elle ne va pas si mal que ça. Simplement, ils ont leur côlon qui est en train d'appuyer sur la tête de la prostate, et donc ça leur fait des douleurs chroniques. Alors, il y a une chose qui est beaucoup plus embêtante que tout ça encore, c'est qu'on s'est rendu compte que cette zone du côlon transverse était en lien, et vous allez voir, on va l'illustrer de nombreuses fois dans le cours, il y a un lien extrêmement serré entre le système nerveux central, et l'encéphale en particulier, et toute la zone intestinale. On verra qu'au niveau embryonnaire, quand l'embryon se développe, au début, on se développe comme une espèce d'unique axe intestin-cerveau. Et petit à petit, les organes se différencient. Je le montre très bien ça dans le cours d'iridologie, en deuxième niveau. Hein. Les organes se différencient à partir de cette espèce de matrice primordiale, d'axe primordial. Et il reste toujours un lien, et particulièrement un lien nerveux, entre le côlon et l'encéphale. Et on s'est rendu compte que la plupart des zones du cerveau qui sont en lien avec des processus cognitifs avaient leur zone réflexe nerveuse située dans le côlon au niveau du côlon transverse. Donc quand cette zone commence à devenir de plus en plus toxique, on se rend compte que ça commence à avoir des conséquences au niveau cognitif sur la personne. Cette zone est aussi celle où se baladent le plus de vers et de bestioles dans ce genre-là. De toute façon, c'est une zone, de par la forme, hein, le prolapsus qui est plus ou moins présent, c'est une zone qui va être très très mal balayée. Alors on me dit toujours, oui mais bon, les selles, elles arrivent quand même à passer, parce que moi je vais quand même à la selle de temps en temps. Ok, simplement, quand on voit comment ça peut être dilaté, c'est pas parce qu'il reste une petite lumière pour faire passer des selles qu'il n'y a pas une énorme stagnation de matière. Et le fait d'aller à la selle tous les jours, même plusieurs fois par jour, ne nous garantit en rien qu'il n'y a pas énormément de matière accumulée. Ça ne veut rien dire. À ce sujet-là, je voulais aborder la question de la constipation et de la diarrhée. La constipation et la diarrhée sont deux phénomènes qu'on va voir à différents moments. Donc on parlera de constipation et de diarrhée par rapport à l'état de l'intestin grêle. Là, je voulais en parler par rapport à l'état du côlon. Qu'est-ce que c'est que la constipation? En théorie, on devrait avoir autant de sel que de prises alimentaires. Constipé, je le dis souvent, ça vient du latin constipare, qui n'est... C'est bien, c'est 3 ans de latin. Hein. Constipare, du proconsul, je ne sais pas quoi. Mais en fait, constipare, ça veut dire grouper ensemble. À partir de quel moment commence-t-on à être constipé? À partir du moment où on commence à grouper ensemble de prises alimentaires. Parce que les prises alimentaires, le bol alimentaire, quand il transite, il n'y a aucune raison qui s'agglutinent ensemble. Ils devraient transiter, suivre chacun son petit chemin, et on devrait avoir autant de sel que de prises alimentaires. Alors, la constipation, les causes de la constipation, elles sont diverses. Hein. On verra que ça peut être lié à une prolifération bactérienne anormale et pathogène dans le côlon, étant donné qu'énormément de la tonicité, de la motricité est conditionnée par les bactéries qui sont présentes. Globalement, la constipation vient pour nombre de personnes de l'inadéquation du régime alimentaire, hein, c'est-à-dire un régime qui est extrêmement pauvre en fibres, hein, les fibres étant essentielles pour entraîner et assurer le balayage intestinal. Une alimentation aussi qui est remplie de matières qui vont être gluantes, qui vont s'agglutiner sur les parois du côlon, hein, particulièrement tout ce qu'on appelle les sucres complexes,
c'est-à-dire les longues chaînes de sucre des céréales. Nous sommes une civilisation qui a mis l'emphase totale sur les céréales, la base de notre alimentation, le fameux blé particulièrement, qui est un sucre complexe, donc une longue chaîne de sucre particulièrement difficile à digérer, qui va donc venir coller. Donc la constipation, c'est souvent un problème soit de nature d'alimentation, soit de déficit nerveux, parce que l'onde péristaltique qui va faire progresser les selles, eh bien, elle demande à avoir de l'énergie nerveuse. Et je peux en témoigner. Moi, par exemple, quand je suis tombé au plus bas et que j'étais en épuisement total, eh ben, je me suis retrouvé pendant des jours à essayer d'aller à la selle. Je sentais que j'avais besoin d'aller à la selle et j'avais beau me concentrer, faire sortir la petite veine là au niveau du front, comme ça, mais ça sortait pas. Ça sortait pas, c'était très frustrant d'ailleurs. Je sentais que j'avais besoin d'aller à la selle, mais ça répondait pas. Dans ma tête, il disait contractez-vous, contractez-vous, et il n'y avait rien qui se contractait. Hein. C'est toujours un signe de fatigue. Et d'ailleurs, on voit une très grande corrélation entre fatigue chronique et constipation. Alors après, c'est un cercle vicieux, parce que plus tu es fatigué, plus tu es constipé, et on verra, plus tu te retrouves en position finalement de t'auto-intoxiquer, donc de solliciter ton système et de te fatiguer, et puis bon, c'est un petit peu la spirale descendante. Autre troisième cause de constipation, le manque d'hydratation. Le fait que nous ayons une alimentation qui est trop sèche, qui ne contient pas assez d'eau, fait que les matières circulent très très mal dans un côlon qui est extrêmement déjà obstrué. Les matières sont beaucoup trop sèches et dures. La dernière cause qu'on met en lumière, c'est l'absence d'exercice physique, la sédentarité, qui fait que simplement le fait de rester complètement au repos, une partie de la motricité au niveau du côlon est liée au mouvement même du corps. Alors, au niveau de cette constipation, il y a une chose qui est intéressante. Je vous ai dit, les matières dans le côlon, elles sont déshydratées. Le côlon réabsorbe l'eau. Il vous est peut-être arrivé d'aller à la selle et d'avoir un caca très dur. Quand il est très dur, qu'est-ce que ça veut dire simplement? Qu'il a stagné longtemps dans les intestins. Et donc on se retrouve avec ce paradoxe. Plus on est constipé, plus les selles restent longtemps, donc plus elles sont déshydratées. Plus elles sont déshydratées, moins elles circulent facilement, donc plus on est constipé. Et donc c'est un espèce de cercle vicieux dans lequel on se retrouve coincé. C'est pour ça que j'ai adopté le principe pour moi que la priorité des priorités, c'était toujours de rétablir un balayage intestinal coûte que coûte. C'est-à-dire que j'ai pour politique, entre guillemets, même s'il faut se faire un lavement par jour ou 2 lavements par jour, de les faire. Parce qu'en attendant que le réflexe péristaltique se remette en place, que la personne fonctionne de manière adéquate, la priorité des priorités, c'est de permettre cette évacuation intestinale. Parce que si on ne permet pas d'évacuer, à ce moment-là, c'est toujours pareil, si les déchets stagnent dans l'organisme, qu'est-ce qui arrive? Les bactéries, les champignons, les levures et tout ce que vous voulez pour résoudre ce problème d'intoxication ponctuelle. C'est ce qu'on dit, c'est ce que disent les hydrothérapeutes, alors que c'est absolument faux. Moi, alors, je ne sais pas que je me cite un exemple, parce que je l'ai mesuré chez des tas d'autres personnes. Alors, à part pour les personnes qui ont vraiment des intestins perturbés, et on va voir ce que c'est des intestins perturbés tout à l'heure. Ah, pardon ? Tu réponds à quoi ? Je réponds à la question, elle disait que finalement, les lavements, ça ne remontait pas très très loin. Alors, souvent déjà, première réponse, le simple fait de vider la capsule anale permet de libérer de la place pour le reste qui vient. Donc c'est déjà pas mal. Donc de simplement libérer au niveau de l'anus, déjà c'est pas mal. Mais on s'est rendu compte que pour nombre de personnes, avec un massage bien réalisé, avec une poche à lavement, on arrive à faire remonter l'eau jusqu'au bas du côlon ascendant. Et il suffit, quand on joue avec la main, on entend l'eau, ça fait flop, 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 flop. Moi je trouve ça très rigolo. On sent l'eau progresser. Et voilà, oh, elle est là, oh, elle est là, oh, elle est là, oh, elle est là. Et on rentre en intimité avec son côlon et on arrive à le faire progresser. Il s'agit d'y aller doucement. La règle, c'est toujours la même quand on utilise une poche à lavement. Pas essayer de faire passer 2 litres en moins d'1 minute. C'est pas un concours de qui fait pipi le plus loin. Donc y aller très progressivement, faire progresser, masser doucement, résoudre les nœuds. Et on arrive à remonter assez loin, contrairement à à part pour les personnes qui ont un côlon qui est compliqué. Auquel cas, il faut se contenter soit d'utiliser un lavement qui va vider l'ampoule rectale, ça tout le monde peut le faire, soit utiliser des méthodes qui vont vider par le haut, quelque part, donc faciliter la circulation. Il y a des plantes pour ça, des plantes médicinales qui aident à l'élimination. Il y a le fait de rajouter des fibres, mais si on est constipé, il ne faut pas rajouter de fibres parce que ça va augmenter la constipation.
Donc globalement, il y a des plantes médicinales et le fait de vider la capsule anale. Mais au moins ça, déjà, ça aide souvent à déconstiper et à vider déjà cette partie. La nuance avec l'irrigation colonique, L'irrigation colonique, c'est que c'est pratiqué par quelqu'un. ça arrive à remonter quand même plus haut facilement que Si tu veux, entre le fait de te masser toi-même et le fait d'être complètement au repos, détendu et massé par quelqu'un, c'est la seule différence. Sinon, au niveau technique, c'est vrai que la canule de l'hydrothérapie permet d'évacuer et de rentrer de l'eau sans changer de canule, mais ça, techniquement, à la maison, enfin, je veux dire, c'est juste une question de praticité. La grosse différence, c'est que là, tu es complètement au repos, donc complètement détendu, et que tu as une personne qui, d'habitude, est vraiment habituée à sentir le côlon et qui va aider par ses massages à faire circuler l'eau. Mais c'est la seule différence. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait également un peu plus de pression chez l'hydrothérapeute qu'avec la petite poche. Parce que la petite poche, elle a vraiment la canule, enfin le tuyau, la poche classique, je veux dire, il a un diamètre très faible. Alors que chez l'hydrothérapeute, c'est plus important, donc ça arrive. Voilà. Alors, c'est ce que je croyais. Et une fois, je me suis intéressé quand même à la machine des hydrothérapeutes et aux chiffres qu'il y avait indiqués. Et je me suis rendu compte que la plupart du temps, ils sont sur un débit de 6 litres par heure. 6 litres par heure, ça fait une poche à lavement en 20 minutes. Donc, une poche à lavement en 20 minutes, moi, je le fais même passer plus vite chez moi. Donc, en fait, c'est pas... Non, ça donne l'impression, mais c'est pas ça. Mais moi aussi, je me trompais, je le croyais. Puis, je lui ai demandé, quel est le débit de ta machine? Elle me dit 6 litres à l'heure. Je fais le calcul, j'ai dit, ben, en fait, une poche à lavement, ça fait 2 litres, donc ça fait 20 minutes pour passer la poche à lavement. Donc, en fait, c'est pas un énorme débit. Non, ça force pas du tout. En fait, ils ne veulent pas faire passer l'eau par pression, mais par massage. Parce que si tu le fais par pression, tu peux te faire mal. Donc, il ne s'agit pas de pousser, tu vois, jusqu'à ce que ça lâche. Donc, pour moi, rétablir le péristaltisme est une priorité. Et pour rétablir le péristaltisme, souvent on entend dire « Oui, mais les lavements, ça n'habitue pas le côlon à fonctionner de manière adéquate. » Ce dont on se rend compte, c'est que la plupart du temps, l'onde péristaltique est empêchée parce qu'il y a tellement de dépôts dans le côlon, de matière encroûtée et durcie, que l'onde a du mal à se propager. Donc, avec les lavements particulièrement, on arrive à faire partie une partie de cette matière et au contraire, on constate qu'on rééduque le côlon à fonctionner normalement. Des hydrothérapeutes aussi utilisent parfois la succession d'eau froide et d'eau chaude pour réaliser des réflexes de contraction et faire former une sorte de stimulation réflexe par contraste de température du côlon. Ça marche assez bien aussi pour rééduquer un côlon qui est atone et ça peut se faire à la maison en alternant des lavements avec eau tiède, pas chaude, il ne s'agit pas de se faire un courbouillon dans le côlon, mais eau tiède, à 37, 38 degrés, et puis eau un peu plus froide. Et froide, pareil, il ne faut pas se passer de l'eau à 10 degrés dans le côlon, parce que je pense que là, on va faire un malaise vagal. Mais par contre, passer une eau à 33, 34 degrés, voilà, et jouer sur ces fluctuations-là. Attention, pas d'expérimentation, c'est très sensible. Je vais voir parce que le côlon, en fait, il est fait plein de plis. Oui. En fait, et l'eau suffit pour déplier tout. On va savoir si ça déplie tout. On ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir, mais simplement, c'est le moyen qu'on a pour y parvenir. C'est pour ça que les massages sont importants, parce que les massages vont venir solliciter toutes ces zones-là et venir travailler là-dessus. Au niveau des malformations du côlon, la diarrhée, puisque je n'en avais pas parlé. Diarrhée chronique. Souvent, il y a des gens qui me disent, moi j'ai de la diarrhée chronique. Alors, on ne parle pas de la diarrhée ponctuelle. La diarrhée ponctuelle pouvant être comprise très facilement comme une évacuation très rapide de produits toxiques. C'est-à-dire, on mange quelque chose qui ne nous va pas, dans lequel il y a des bactéries peut-être pathogènes, quelque chose d'un peu avarié, dans lequel il y a eu des développements bactériens anormaux. Pour éviter d'être longtemps en contact avec la muqueuse intestinale qui se charge de l'absorption, qu'est-ce que fait le corps? Il accélère le transit. Comme ça, il y a moins de risque d'être infecté par ces produits-là. Donc c'est une méthode de préservation. Moi je parle de diarrhée chronique. Souvent on me dit ouais mais moi je ne suis pas constipé parce que j'ai de la diarrhée chronique. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, le côlon, quand on le regarde, il est fait de plein de petits plis comme ça. Si je le prends en coupe, donc là j'ai fait comme ça, comme un accordéon. Il est fait de plein de petits plis. Et si la matière commence à s'accumuler, ce qu'on appelle la lumière intestinale, c'est-à-dire le trou de passage qui reste, commence à être de plus en plus petit. Quand il devient très très petit, ce trou de passage, qu'est-ce qui se passe? La seule chose qui peut passer, c'est des matières extrêmement liquides dedans. Et donc,
au niveau du côlon, eh bien, il y a une inhibition de la réabsorption d'eau, de manière à garder les selles relativement liquides pour qu'elles arrivent à passer malgré tout. Donc, les diarrhées chroniques sont toujours un signe de constipation ou d'irritation extrême, et ce n'est pas un signe du fait qu'on n'est pas constipé du tout. Autre polémique au niveau du côlon, hein, on m'a souvent montré des photos prises dans des examens de gastro-entérologie dans lesquels on voit le côlon tout rose. On dirait la peau des fesses d'un petit bébé de 6 mois. C'est tout beau, c'est tout mignon, il n'y a aucun problème, il n'y a rien du tout. Nickel. Alors on m'a toujours dit, mais comment ça se fait? Toi tu nous décris une espèce de monde, un cloaque dans lequel il y a des vers, des aliens, enfin on se croirait dans un film d'horreur. Et puis on regarde, c'est tout beau, c'est tout propre, c'est tout mignon, il n'y a aucun problème. Alors, il faut savoir que quand on passe une caméra, on passe la caméra comme ça. Et la caméra, elle ne regarde pas à 360 degrés, elle regarde tout droit. Donc la caméra, elle voit la lumière intestinale uniquement. C'est-à-dire qu'elle voit l'état de ces parties-là. Et non pas l'état de ces poches. Et ces parties-là, elles apparaissent toujours très propres. Pourquoi ? Parce que juste avant de faire un examen pareil, eh bien, on fait avaler un produit de lavement qui fait que les personnes se vident littéralement. Donc ces zones-là sont toutes roses et toutes propres. C'est évident. Par contre, tout ce qui est là-dedans, on ne le voit absolument pas. Vous allez voir qu'on va avoir des formes de côlon. Donc quand on voit les formes de côlon, le troisième, c'est prolapsus avec pression sur les organes inférieurs. Donc on montre un petit peu les conséquences. Donc ça peut venir presser sur la prostate, sur l'utérus, sur les ovaires, communiquer par effet de contact la toxicité à tous ces organes-là. Ensuite, le quatrième, alors les spasmes, ça c'est intéressant, c'est des formes de striction qui ressemblent un petit peu au rétrécissement qu'on va voir après. C'est-à-dire que ce sont des zones dans lesquelles le côlon il se resserre complètement. On a remarqué que c'est des zones particulièrement enflammées. Hein, et on suppose que c'est l'inflammation, un petit peu comme quand on pique quelqu'un, il se contracte comme ça. C'est un réflexe de contraction lié à une inflammation dans une zone particulière. Parce qu'il y a des matières qui stagnent et parce qu'il y a une inflammation. On peut avoir ensuite des ballonnements et des gonflements. Celui-là, il n'est pas joli, mais pourtant, c'est encore rien. Hein. Alors, quand ça gonfle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gaz, ça veut dire qu'il y a de la matière en stagnation. Hein. Et c'est des zones dans lesquelles on va avoir beaucoup de champignons, beaucoup de levures qui vont fermenter, qui vont créer des gaz qui vont être coincés au niveau du côlon. Et on peut avoir des gaz comme ça qui vont rester en latence des temps extraordinaires. Rétrécissement, on l'a vu. Ensuite, diverticules. Tu es connecté à Internet? Ça, c'est la même chose. Globalement, c'est la même chose. Ça veut dire que ça peut faire marcher alors que c'est pas forcément... Ah oui, non, ça se dégonfle. Hein. Ah, moi, je sais que je l'ai très très bien perçu. J'avais un gonflement là, en haut du sigmoïde. Et à force, il a disparu. Hein. Je parlais des rétrécissements. Et rétrécissement, ça veut dire que ça peut reprendre sa forme. Oui, tout à fait, oui. En retravaillant la... Et Thierry, oui. Le côté ascendant, il peut être gonflé aussi. Ah, parfaitement. Tout ce qu'on voit là, ça peut être sur... Parce que là, on n'en voit pas. Non, on ne le voit pas sur le côté ascendant. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu se lâcher. Mais je vais te dire mieux que ça. Tout ce qu'on voit au niveau du côlon, on me l'a confirmé là récemment et quelqu'un qui était vraiment spécialiste de gastro-entérologie, on peut le voir au niveau de l'intestin grêle. Les diverticules, les gonflements, les rétrécissements, on le voit au niveau de l'intestin grêle. Ah, on va trouver. Celui que j'aime bien, c'est celui-là. Là, ceci. On ne peut pas agrandir. Donc ça, c'est un côlon. Ça, c'est un côlon. Et vous voyez ces trous, littéralement, qui apparaissent dans la muqueuse. Il y en a peut-être d'autres qui sont un peu plus cracra, vas-y. Donc après, c'est le milieu intérieur, après? Il y a quoi derrière? Non. Il y a quoi derrière le trou là? Non, il y a du tissu conjonctif. Il y a du tissu conjonctif qui se met, ça fait comme des poches. Non, c'est pas très parlant, je comprends pas pourquoi on n'en a pas des jolis. Tiens, le schéma juste à côté. Voilà, celui-là, voyons.
En fait, ce qu'on montre, c'est que des diverticules, on peut en avoir des milliers. Donc de petites poches comme ça. Hein. Et alors, vous comprendrez bien que ces petites poches qui se forment, en fait, elles sont liées à un affaiblissement de la paroi. Hein. Donc là, la paroi se rétrécit, s'amoindrit, et c'est comme si finalement il y avait des petites, à la fois c'est distendu et une poche qui se forme. Alors, on le relie à une déminéralisation, à une inflammation de la zone. On ne sait pas trop pourquoi elles apparaissent. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans ces petites poches, eh bien, il y a énormément de matière qui va venir s'accumuler et qui est là, pour le coup, est complètement préservée de la circulation générale. Donc, il y a de la matière stagnante. Vous imaginez ce qui peut se passer là-dedans. Ça commence à macérer, à putréfier. C'est d'un nid à champignons. Et c'est pour ça que les diverticules, souvent, ben, ils s'enflamment. Et ça devient une diverticulite. Donc là, on voit représenter schématiquement des diverticules dans le côlon descendant, dans le côlon ascendant. Donc les diverticules, on peut les considérer comme des petites poches de non-circulation. Et ensuite, on montre une colite. Donc la colite, c'est souvent une succession de gonflements, de rétrécissements, inflammation, spasmes du côlon. Est-ce que tu peux nous montrer les vrais côlons? Commence par la seconde, s'il te plaît. Prolapsus. Donc tu peux montrer. Alors, le côlon ascendant, est-ce que tu peux le montrer? Le côlon ascendant est là. Le côlon transverse. Regardez jusqu'où il descend. Il descend jusqu'au pelvis, puis il remonte. Donc vous imaginez l'effort avec une striction très très forte qu'on voit à mi-hauteur. Ouais, tout à fait. Donc voilà un prolapsus. Pardon? Alors, comment est-ce qu'on fait pour que ça remonte, un prolapsus comme ça? Il y a deux techniques. La plus simple, c'est la planche inclinée ou la suspension par les pieds. Ce qu'on appelle la planche à inversion. C'est un truc très rigolo, au début ça fait bizarre. Moi j'aime bien, moi, au contraire. C'est se faire le cochon pendu. Donc il y a des systèmes dans lesquels on se met dans un siège et puis hop, ça bascule en arrière. On peut le faire très simplement chez soi et d'une façon très efficace. Vous prenez une planche, hein, vous l'inclinez à, je sais pas, vous la mettez sur une chaise et puis vous mettez l'autre partie au sol et vous vous allongez comme ça. Ça va avoir deux vertus, c'est que premièrement, ben, ça va faire remonter doucement le côlon. Hein. Si en plus vous vous massez, ce qui est la deuxième technique que je vais vous montrer, si en plus vous vous massez en même temps, eh bien à ce moment-là, vous allez refaire revenir progressivement et puis en le faisant régulièrement, ça permet de rééduquer le côlon à retrouver sa place. Ça viendra aussi avec une reminéralisation des tissus qui va faire que les muscles qui sous-tendaient le côlon vont retrouver leur tonicité. La deuxième technique, c'est ce que je vous disais, c'est un massage. Alors le massage qu'on pratique, c'est un massage dans lequel ben, finalement avec les mains, on va littéralement faire comme si on passait un rouleau à pâtisserie, vous savez, sur le ventre, et on va remonter, on va tout remonter. Je ne vais pas enlever ma chemise parce que j'ai pas le droit, mais on va tout remonter comme ça pour essayer de faire rentrer dans la cage thoracique. Vous savez, avec les mains, on va faire remonter comme ça. Donc le mieux c'est d'être détendu parce que si on est vertical comme ça, on sent les abdos qui vont contre. D'accord ? Mais quand vous êtes sur une planche, détendu, et à ce moment-là, alors on peut le faire aussi, il y a des techniques yogiques hein, de barattage intestinal, des choses comme ça, qui sont extrêmement bien. Je pourrais le montrer, mais en dehors caméra, alors à ce moment-là, ou quelqu'un d'autre. Mais on peut faire ça, mais simplement avec les mains, comme ça, on remonte les organes internes, petit à petit, et progressivement, ça permet de remonter le prolapsus. C'est laborieux quand même, hein, il faut le savoir. Hein. Et c'est quoi les symptômes? Comment ils savent les gens qui ont un prolapsus? Ils ont mal au ventre? Prolapsus, tu peux avoir des douleurs au ventre. Pourquoi ça plutôt qu'autre chose? Après, tu vas le sentir à la palpation. Hein. Tu vas sentir à la palpation que c'est ce prolapsus. Et quand tu as un prolapsus qui est installé, excusez-moi, je ne peux pas avec le brouhaha. Quand il y a un prolapsus qui est installé, la seule solution, souvent, en attendant qu'il se remette en place, mais ce n'est pas toujours gagné, la seule solution, c'est de faire régulièrement des lavements ou mieux des irrigations coloniques, parce que quand il y a un bon prolapsus, au lavement, on a du mal à l'avoir. Donc d'aller régulièrement, moi je connais des gens comme ça qui avaient un prolapsus, et tous les 15 jours, ils vont faire une irrigation colonique, et puis avec ça, ils fonctionnent beaucoup mieux, et ils constatent que ça leur change complètement la vie. Ce n'est pas une solution, c'est onéreux, mais voilà, pour eux, c'est une priorité. Donc, c'est à vie, Thierry?
Le temps que ça se rétablisse, mais souvent c'est un peu ça. Alors après, le truc c'est que si tu le vides régulièrement, il y a déjà plus de chances qu'il puisse revenir. Tu te mets dans les bonnes dispositions. Après, qu'est-ce qui va faire que ça a marché ou pas? Qu'est-ce qui se passe pour les intestins pendant la grossesse et puis juste après, puisqu'on parle de risque de descente d'organes juste après la grossesse, est-ce que c'est lié? Je sais pas. Je sais pas. Je connais pas. Est-ce que tu nous montres d'autres colons, s'il te plaît? Et s'il te plaît, lors d'une coloscopie, ils peuvent le voir, le prolapsus? Oui, oui, tout à fait. Ça. Coloscopie, oui, enfin, non, coloscopie, je crois pas. Si, ils peuvent peut-être le détecter. Le mieux, là, c'est de faire les radios du côlon comme ça. Sauf que pour faire une radio du côlon, il faut avaler un produit de marquage qui est un produit radioactif, donc ça m'a jamais, c'est du barium, donc ça m'a jamais branché. Ça, c'est un côlon normal. Non, ils en ont trouvé un quand même. Ce qu'on appelle le lavement barité du côlon. Donc celui-là a une bonne allure. Par échographie, on peut voir l'état du côlon? Non, pas par échographie, par radiographie uniquement. Là, en voilà un autre là, qui est un petit peu compliqué. Vous voyez ce prolapsus qui est venu passer derrière le côlon descendant. Donc vous imaginez les nœuds que ça peut faire et les complications à la circulation. Et alors au niveau du sigmoïde et de la capsule anale, là aussi c'est un embryophycotie pas possible. Celui-là pareil, regardez le nœud que ça fait, là ça revient derrière. Il n'y a pas des douleurs associées quand même? Il n'y a pas des douleurs? Il peut y avoir des douleurs associées, mais attends, je vais en parler. Alors là, c'est plus particulier parce que on ne sait pas trop où il est. Non, non, mais c'est bizarre, hein, ça fait une espèce de zigzag. Il a été complètement déformé. Le premier aussi était pas mal. Celui-là aussi, c'est assez joli. Ouais, c'est de l'art abstrait, ouais. Alors, on me posait la question par rapport aux douleurs. Il se trouve que la zone viscérale est une zone qui est extrêmement innervée, mais pas en nerf sensitif. Alors, heureusement et malheureusement pour nous. Hein, heureusement, parce que si d'un seul coup, on nous sensibilisait cette zone, je pense qu'on se roulerait par terre de douleur. Malheureusement, parce que comme c'est une zone qui est insensible, eh bien, on ne sent pas monter ce qui doit monter. Et quand on commence à avoir des douleurs chroniques dans cette zone, je peux vous dire que c'est sacrément enflammé. Il y a des gens qui développent des tumeurs au niveau du côlon sans jamais avoir une douleur. Ils les découvrent par hasard. Un jour, on leur dit, vous avez une tumeur qui fait cette taille-là dans le côlon. Ils disent, mais comment ça se fait? J'ai rien senti. Ben ouais, parce que c'est très peu innervé. Mais c'est assez extraordinaire. Moi, j'ai quelqu'un comme ça qui avait une tumeur de 7 cm dans le côlon. Et vraiment, le gars, il a découvert ça, mais je ne sais plus, au hasard d'un diagnostic médical. Mais vraiment, il n'avait rien senti du tout. Donc, c'est une zone qui est très peu innervée. Pourtant, le ventre, c'est assez. Alors, c'est plutôt au niveau de l'intestin grêle qu'on a des... Ouais, le haut de ventre, c'est pas lié. Alors, c'est plutôt au niveau de l'intestin grêle que c'est innervé. Et c'est là où on va sentir un peu plus les douleurs. Mais pas au niveau du côlon. Le côlon est vraiment assez insensible. Pendant l'hydrothérapie, c'est pas difficile. Pardon? Pendant l'hydrothérapie, ça fait des grosses spasmes. Ça fait des spasmes, oui, ça c'est vrai. Oui, mais parce qu'on force, on force pas mal avec l'hydrothérapie avec l'eau. Il faut savoir, c'est pas quelque chose de naturel l'hydrothérapie. C'est ce qui fait qu'il y a. Oui, ça dépend là aussi comment c'est fait. Je peux en témoigner. Ma première hydrothérapie avait été une catastrophe. Donc c'est pour ça que c'est toujours compliqué. Je dis toujours allez voir des hydrothérapeutes qui vous ont été recommandés, qui sont des gens qui vont progressivement, parce que on suit pas la circulation normale. On passe en sens inverse. C'est une méthode artificielle pour répondre à des situations qui ont été artificiellement créées. C'est pas pleinement satisfaisant. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Alors, je voulais parler des conséquences. Excusez-moi, je termine mon fil parce que sinon je n'arrive pas à avoir ma continuité. Je voulais parler des conséquences de la constipation. Non, parce que constipation, à la rigueur, on pourrait dire c'est pratique. Je vais à la selle qu'une fois par semaine, c'est peinard. Vu comme ça. Ouais, c'est ce que m'avait dit mon petit une fois. Il m'a dit, comme ça, moi, j'y vais pas souvent et ça va bien. Je dis, là, il y a un problème, là. Quel est le problème? Quel est le problème? C'est que cette muqueuse intestinale, colonique, en permanence, elle émet du milieu intérieur vers le milieu extérieur, donc vers la lumière du côlon,
elle relâche des produits toxiques. Le balayage intestinal réalisé par les fibres et les selles est censé emporter tous ces produits-là pour ensuite aller les éliminer dans les toilettes. Si le balayage n'est pas suffisamment régulier, qu'est-ce qu'il se passe? On a ces produits toxiques qui sont libérés au niveau de la muqueuse du côlon et puis qui stagnent, qui ne sont pas emportés. Et on s'est rendu compte que le côlon travaille en émission, donc il libère du milieu intérieur vers le milieu extérieur, mais il peut fonctionner aussi en absorption. Et s'il y a trop de matières toxiques qui stagnent à ce niveau-là, elles sont réabsorbées. Et on se trouve dans une situation qu'on appelle l'endotoxémie. Endo, ça veut dire à l'intérieur, toxicité interne, c'est-à-dire qu'on s'intoxique avec nos propres déchets, on réabsorbe nos propres déchets. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent quand il y a un trouble dans l'organisme, par exemple on a des céphalées, des maux de tête, un problème divers, eh bien, les vieux, moi je me souviens de ma grand-mère, elle me disait toujours va faire un lavement. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un lavement? D'un seul coup, on vide toute la quantité de matière toxique qui stagnait au niveau de ce côlon. Cette quantité de matière toxique étant en contact direct avec des zones nerveuses réflexes qui communiquent avec tout l'organisme, puisque la plupart des organes se développent à partir de ce côlon primordial. Et donc il y a des liens au niveau nerveux réflexe avec la plupart des organes de l'organisme. Et donc on a des douleurs diffuses dans certains organes qui sont en fait des douleurs du côlon, qu'on appelle des douleurs fantômes, qui sont des douleurs du côlon, mais qui se témoignent dans ces organes parce qu'il y a toujours ce lien nerveux entre les deux. Et le fait de vider le côlon et donc de diminuer cette toxicité locale fait que d'un seul coup, on n'a plus de problème. Donc c'est assez stupéfiant et ça marche très très bien. Donc pourquoi est-ce que l'absence de balayage intestinal est un problème? C'est un problème parce que finalement, on réabsorbe nos propres toxines. Il est important qu'il y ait une circulation permanente pour avoir ces toxines qui sont emportées. Au-delà même du simple fait qu'il y ait des déchets qui stagnent dans le côlon et qu'il y ait des développements de champignons liés aux déchets de la digestion. C'est surtout cette fonction d'élimination qui n'est pas assurée. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire sur le côlon? Il y a des techniques de purge du côlon. J'ai tendance à ne pas les recommander. Donc on peut se purger avec de l'huile de ricin, par exemple, qu'on boit en interne. C'est particulièrement violent. Donc je ne recommande pas de le faire, hormis cas particuliers. Ça peut avoir son sens, dans des cas vraiment d'intoxication lourde ou de blocage lourd, des choses comme ça peut avoir son sens. J'ai déjà recommandé à des personnes, mais voilà, c'est vraiment des cas particuliers. C'est pas utilisé au quotidien en tout cas, parce que c'est extrêmement irritant. Il y a les purges aussi qu'on fait au chlorure de magnésium, pareil. Pourquoi est-ce que le chlorure de magnésium produit une diarrhée et une élimination? Parce que le corps le considère comme un poison. Il faut bien savoir que les minéraux dans le corps, ils sont tous en équilibre, calcium, potassium, magnésium, sodium particulièrement, et que si on avale énormément de chlorure de magnésium, alors je dis énormément, on va dire ouais mais j'en ai avalé un petit verre, oui mais un petit verre ça représente une quantité colossale de magnésium. Eh bien ce magnésium arrive au niveau de l'intestin grêle. S'il est absorbé, ça va induire un déséquilibre majeur dans les électrolytes, donc dans les minéraux du corps humain. Qu'est-ce qui se passe? Le corps d'un seul coup, il évacue et il purge tout ça de manière à ne pas l'avaler. Donc prendre des produits minéraux sous forme isolée et concentrée, c'est avoir soit des diarrhées, dans le meilleur des cas, et dans le plus mauvais des cas, c'est les absorber et déséquilibrer complètement le milieu intérieur. Et après, tout le système nerveux et endocrinien, il va devoir ramer pour rééquilibrer, parce que d'un seul coup, on a trop de magnésium, par exemple, donc il faut retenir le sodium pour rééquilibrer, retenir le potassium, éliminer tel... Donc ça va faire un travail énorme dans le corps. Il faut bien comprendre que dans la nature, rien n'arrive de manière isolée. On n'a jamais du magnésium pur dans la nature. On a toujours quelque chose qui arrive sous forme équilibrée, avec du magnésium, du potassium, du sodium, il y a tous les minéraux souvent. Alors dans des proportions diverses, mais elles sont toujours plus ou moins équilibrées. Donc le chlorure de magnésium amène à des purges uniquement parce que c'est un poison pour l'organisme. C'est tout. Et quand on en manque alors? Quand on manque de magnésium, on va consommer des produits qui sont riches en magnésium. Il y a énormément de produits dans le règne végétal qui sont riches en magnésium. Tous les... Pardon? Les organismes de jeûne qui font démarrer le jeûne justement par une purge au chlorure de magnésium. Ouais, bon, s'il l'utilise pour se vider, je comprends. Mais il ne faut pas dire que ça va regarnir les... Le seul moyen d'avoir du magnésium de façon externe, je dirais, ça serait de consommer de l'eau de mer ramenée à l'isotonie, parce que là, au moins, il y a le totum
des minéraux qui sont présents dans le sang. Donc il y a du sodium, il y a du magnésium, il y a du potassium. Et donc là, ça va être beaucoup mieux assimilable, ça ne va pas induire ces mêmes réactions. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire à peu près sur le côlon, oui. Qu'est-ce que tu penses des techniques pour nettoyer en passant par le haut? Ouais, avec les Shankra Shananana là. Shanana, Ouais. Shankra Shananana. Non, c'est bien, c'est très bien. C'est très bien, ça peut être un tantinet violent. On avale de l'eau salée, et puis après on fait une sorte de danse des canards, là, comme ça. Et puis après on commence à vider. Non, c'est... ça nettoie aussi l'intestin, ça nettoie tout. Là. Ouais. Alors après, je vais te dire, par expérience, l'intestin grêle est encore plus sensible que le côlon. Le côlon, déjà, y faire passer de l'eau dedans, c'est pas anodin. Mais dans l'intestin grêle, y faire passer de l'eau avec du sel, le sel tel qu'il est concentré étant extrêmement corrosif. Moi, j'ai vu énormément de personnes qui ont fait du Shankra Shananana, là, et qui s'en sont retrouvées avec des inflammations intestinales au niveau de l'intestin grêle absolument terribles. Donc, je suis sceptique. Mais c'est pas à faire tous les jours, c'est à faire une fois, Oui. 2-3 fois par an. Quoi. Oui, non, mais voilà, si après on se sent appelé, on le fait, puis voilà, on en tire ses conclusions. Hein. C'est pas une aberration. C'est pas une aberration. Deux fois, c'est une horreur. Ah, d'accord. Mais chacun a son expérience, hein, mais moi ça me tente pas. Attendez, oui, on écoute les questions. Sur le fonctionnement du côlon, tu dis, en fait, au niveau de l'élimination, il y a des toxines qui sont éliminées en passant de l'intérieur du corps vers l'extérieur, de l'intérieur vers, elles passent à travers la muqueuse du côlon et elles vont dans le côlon, c'est bien ça? Ouais, exactement. Et le côlon étant l'extérieur du corps. Ah oui, donc il y a des matières fécales qui passent à travers le côlon, mais il y a donc des toxines aussi qui passent à travers effectivement la muqueuse et qui viennent rejoindre les matières fécales. Exactement. Le rôle des matières fécales, c'est presque d'être des wagons qui vont se charger de produits toxiques. Ah ouais, ok. C'est par la lymphe, c'est ça? Il y a du réseau lymphatique à la surface de la muqueuse colonique, hein, donc automatiquement ça va libérer en permanence. Les selles sont composées à 70% de bactéries. C'est des bactéries du côlon, hein, qui sont emportées avec les selles, ces bactéries ayant attrapé les produits toxiques qui sortaient par le côlon. Et elles se laissent emporter en même temps. Et c'est en grande quantité, ça c'est un fonctionnement, c'est majeur quoi, dans le fonctionnement du côlon, cet aspect captation des toxines. Ah ben c'est majeur, oui. Ah, oui. Le côlon est l'organe majeur d'élimination de tout le système. Donc c'est vraiment majeur. Et ce phénomène d'endotoxémie, c'est-à-dire d'auto-intoxication par le non-balayage de ses propres déchets, il est majeur aussi. Il commence à être de plus en plus connu. On en parle particulièrement dans toutes les pathologies de type psycho. Hein. Il y a une discipline maintenant qui s'appelle l'entéropsychologie, par exemple, hein, dans lequel des psychiatres commencent à penser le trouble psychiatrique comme un trouble majeur du fonctionnement du système entérique, donc du système intestinal. Et il montre bien que l'endotoxémie, c'est-à-dire la réabsorption de nos propres toxines par le manque de balayage au niveau du côlon, est un phénomène majeur dans les crises de décompensation, les crises maniaques, les psychoses et les choses comme ça. Donc, non, c'est un phénomène vraiment majeur. Dans ce que tu expliques, donc les bactéries sont importantes puisque c'est elles qui captent effectivement les toxines. S'il y a un manque de bactéries, donc ça va... Ça ne va pas être traité de manière adéquate. D'accord. Et les toxines vont peut-être rester en partie là, c'est ça? C'est possible, c'est possible. C'est un domaine très récent. Vous verrez quand on parlera du système nerveux entérique, la présence d'un système nerveux au niveau des intestins, la reconnaissance de l'importance du milieu bactérien, ça a commencé vraiment à émerger dans les années 90-95. C'est très 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 récent. C'est encore quasiment pas enseigné dans les facultés de médecine. On trouve de plus en plus de publications aux États-Unis dans le domaine de la médecine fonctionnelle qui en parlent, donc il y a de plus en plus d'études, mais on ne sait encore rien sur le milieu bactérien. Le milieu bactérien, ça avait été le grand ignoré jusqu'à présent. Et là, en ce moment, c'est le domaine dans lequel il y a le plus de publications, c'est le grand truc à la mode, il y a des congrès dans tous les sens, parce que pour des chercheurs, c'est fascinant, ils ont un véritable continent à découvrir, mais on découvre petit à petit la faculté de tous ces micro-organismes et surtout leur importance colossale pour le fonctionnement de tout notre organisme. On peut leur rajouter des bactéries alors si on n'en a pas assez. Oui, bien sûr, on peut. D'ailleurs, actuellement, le gros truc qui est de plus en plus utilisé, c'est ce qu'on appelle la transplantation fécale, qui consiste à prendre des selles d'une personne saine,
ayant une population bactérienne, ouais, c'est pas glamour, mais en même temps, et à l'implanter chez une autre personne. Ah bon, je croyais qu'on aurait plutôt des légumes fermentés. Ça fait pas des bonnes Et ils ont des résultats assez fameux sur des maladies auto-immunes et tout, donc en restaurant une diversité du biote intestinal, parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau du biote intestinal, le plus important, c'était la diversité, la multiplicité. On s'est rendu compte que chez les personnes qui avaient des troubles du biote intestinal, c'était pas tant les pathogènes, c'était la raréfaction des espèces du biote intestinal qui était en jeu. Et donc, il y a des expériences qui sont faites avec des transplantations de biote intestinal. Il y a même il y a un site américain qui s'appelle The Power of Poop, donc le pouvoir du caca. Hein. Et où ils expliquent comment le faire à la maison, en prenant des sels, en les passant au blender, et puis en... Les EM, c'est peut-être... Oui. On est d'accord que la transplantation fécale, en fait, c'est symptomatique. C'est symptomatique. C'est symptomatique, sauf que le problème, c'est... Je vais te donner la même réponse que m'a donné un ami récemment, parce qu'on parlait avec un ami qui avait la sclérose en plaques, et on lui parlait, par exemple, de techniques, alors il ne faut pas le dire, c'est interdit en France, mais le cannabis thérapeutique, qui est de plus en plus utilisé. Et puis, à un moment, il y avait quelqu'un qui dit, oui, mais bon, c'est symptomatique, c'est pas une solution. Et le copain, il a dit, s'il me suffit de fumer un pétard par jour pour marcher et abandonner mon fauteuil roulant, je veux bien envoyer un pétard tous les jours. Donc, oui, c'est symptomatique, mais en même temps, pour certaines personnes, quelque part, ça permet d'être fonctionnel. En attendant, ou même... pour vivre, quoi, pour vivre avec, parce qu'il y a des fois des dégradations qui sont difficilement... Quand le système nerveux est trop fatigué et tout, voilà, c'est une solution. Mais bon, je dis pas... Mais c'était juste pour dire que cette idée de transplantation fécale, de réinoculation de bactéries, que ça soit par voie orale avec les probiotiques, que ça soit par voie rectale en utilisant des bactéries issues d'autres personnes ou des bactéries issues du règne végétal. On peut utiliser les micro-organismes efficaces. Il y a énormément d'expériences. C'est en cours. On peut utiliser. Il y en a qui utilisent même des jus lacto-fermentés en implant rectal. Bon, tout le monde essaye pour essayer de trouver des solutions parce qu'on a très peu de connaissances là-dedans. Comment on sait que les bactéries de quelqu'un d'autre sont saines? Bah, tu prends la personne, tu regardes à peu près comment elle est, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est très particulier. Parce que quand tu vas prendre le patrimoine bactérien de l'autre, quand tu sais que nous sommes plus bactériens que cellulaires, tu intègres du soi de l'autre dans ton soi à toi. C'est très particulier. Très, très particulier. J'ai conscience. Il n'empêche qu'ils ont des résultats. Moi, je discute beaucoup avec... pas mal sur les groupes d'enfants autistes. Parce qu'il y a beaucoup de parents, là, de plus en plus, d'enfants autistes qui sont en train de se lever et de dire non, mais on n'accepte plus le diagnostic, quoi. Comme quoi notre enfant, il est autiste et puis c'est ad vitam aeternam, on ne peut rien y faire. Parce qu'il y a de plus en plus de témoignages d'enfants qui étaient autistes et qui ont des améliorations fulgurantes de leur santé. Et je sais que sur plusieurs forums, là, ils sont en train de faire des tas de tests avec des implants fécaux sur leurs enfants, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc ça, c'était le côlon. On en reparlera plusieurs fois du côlon, donc ne vous inquiétez pas, ça va revenir. C'est un peu mon petit chouchou. Comment allez-vous me dire comment allez-vous à la scène? Exactement. C'est intéressant. Mais ça met toujours les gens mal à l'aise quand je leur demande combien de fois ils vont à la selle, comment tu fais caca et ainsi de suite. Et pourtant, c'est essentiel. Hein, pourtant, c'est essentiel. Alors, on a fait caca, on va faire pipi. Hein, dans notre petit... Ouais, élimination. Les urines. Les urines sont issues des reins. Les reins sont l'organe de filtration du milieu interne, des fluides internes en grande partie. L'urine est retenue dans un organe qu'on appelle la vessie et ensuite elle est excrétée dans le milieu extérieur. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de l'urine? Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire des reins déjà? On dit souvent, enfin en tout cas mon formateur avait l'habitude de dire, le Robert Morse, il disait, en fait on n'a pas 2 reins, on en a 3. On a les 2 reins et on a la peau. Parce qu'on a remarqué qu'il y a un phénomène un petit peu de vase communicant. Quand les reins sont saturés, ça sort par la peau.
Et réciproquement. Et pas l'intestin? Non, il semblerait que, par expérience, les déchets qui sont éliminés par les reins sont aussi éliminés par la peau et ne sont pas les mêmes que ceux qui sont éliminés par les intestins. C'est ce que je disais au début, personne n'a pu m'expliquer quel type de produit spécifiquement sortait par les intestins et les autres par les reins. Mais on m'a dit plusieurs fois que, et je l'ai constaté aussi, ce qui est éliminé par les reins, c'est pas ce qui est éliminé par les intestins. C'est pas la même chose, c'est pas interchangeable. Donc les reins, ce sont les deux petits haricots là qu'on voit, hein, qui se situent à ce niveau-là. Hein. Alors attention, souvent il y a des gens qui vous disent j'ai mal au dos. Les maux de dos sont souvent des maux de reins. Hein. Quand les reins sont enflammés, quand ils travaillent un petit peu trop, ben, on a mal à ce niveau-là. Si quelqu'un vous dit ouh, j'ai mal, d'ailleurs on dit j'ai mal aux reins. Hein. Et quand j'étais petit, je ne comprenais pas parce qu'on me montrait le dos, puis je dis mais pourquoi tu dis que tu as mal aux reins? Mais c'est effectivement vrai. C'est les reins qui sont enflammés. Alors les reins, ils sont coiffés par deux petites glandes dont on parlera allègrement. Là, on ne les voit pas, mais on appelle ça les glandes surrénales, qui sont sur les reins. Ben, elles sont endocriniens. Plouc. Les voilà. Les coquins, ils ne les avaient pas représentés. C'est comme un chapeau. Ouais. Comme un petit chapeau de bulletin. Donc ça, c'est les glandes surrénales. Et donc, on a les reins. Donc, comme je vous l'ai dit, rôle un peu interchangeable entre les reins et la peau. Alors, c'est bon à savoir parce que ce qui ne sort pas par les reins sort par la peau et réciproquement. Donc, quand ça sort par la peau, eh bien, c'est une invitation à stimuler le fonctionnement des reins pour que ça sorte par les reins. Les reins sont censés être un organe de filtration et d'épuration. On me pose souvent la question de l'urine. Parce que ça a été très à la mode, c'est resté très à la mode, de faire pipi sur des petites bandelettes pour mesurer le pH de l'urine, donc l'acidité de l'urine. Ainsi que de le boire dans les salons bio. Ouais, de boire l'urine, oui, la maroli. Alors, l'urine, théoriquement, devrait être légèrement acide. Dans la mesure où on élimine des déchets, on devrait éliminer des déchets acides. Alors je dis légèrement, parce que le rôle de la lymphe, c'est de diminuer la toxicité et l'acidité des produits, de manière à ce que l'urine ne soit pas trop acide. Parce que si elle est trop acide, ça veut dire que l'épuration par la lymphe n'a pas pu aller jusqu'à son bout. À ce moment-là, ça va créer une inflammation dans le canal urinaire ou la vessie. Et on se retrouve avec une infection ou une inflammation de la vessie ou du canal urinaire. Les reins... Alors, on présente les reins comme filtrant le sang. Hein. Les reins filtrent tout autant le sang que la lymphe, et plus particulièrement la lymphe, parce que dans quoi est-ce qu'il y a des déchets? C'est dans la lymphe. Les néphrons, qui sont les organes de base du rein, filtrent autant la lymphe que le sang. Mais plus particulièrement la lymphe. Pourquoi? Parce que de toute façon, les déchets se trouvent là-dedans. Alors, il n'y a pas de canal lymphatique qui conduise au rein. Pour ça qu'on m'a toujours dit, non mais comment tu peux expliquer que les reins filtrent la lymphe? Simplement parce que les reins, c'est quoi? C'est des cellules alimentées par du sang et dans lesquelles elles éliminent dans de la lymphe. Il y a de la lymphe plein les reins, il y a de la lymphe partout dans les reins. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que je suis tombé sur des planches d'anatomie, enfin je suis tombé, on m'a fait la gentillesse de me montrer des planches d'anatomie qui dataient de la moitié du 19e siècle, et sur ces planches d'anatomie, il y avait des canaux lymphatiques qui arrivaient jusqu'au rein. Ces canaux lymphatiques ont disparu dans les planches d'anatomie modernes. Et quand je suis allé vérifier, dans les descriptifs, on décrit encore des canaux lymphatiques qui arrivent au rein, sauf qu'on ne les représente plus. Surprenant. Il faut bien voir que les planches d'anatomie que l'on voit sont des représentations. Ce n'est pas la réalité. Hein, on vit dans un monde dans lequel on confond souvent l'image, le schéma, le modèle avec la réalité. Hein. C'est pas parce qu'on ne représente pas quelque chose qu'il n'y est pas. Hein. Donc ça peut être, je dirais, idéologique ou simplement parce qu'on a pris l'habitude de ne pas le représenter. Il faut vraiment voir que sur ces planches d'anatomie, il y a un grand suivisme qui est fait. Il suffit qu'il y en ait un qui est omis de le mettre pour une raison diverse et variée, et puis après ça disparaît. C'était surprenant, mais en tout cas, j'ai vu ces planches dans lesquelles on représentait parfaitement les canaux lymphatiques qui arrivaient jusqu'au rein. Donc, au niveau de l'urine, qu'est-ce que ça veut dire si on a une urine qui n'est pas acide, qui est alcaline? Ça veut dire qu'on est en train de faire pipi des minéraux.
Ces minéraux qui normalement devraient être très très utiles au corps. On verra quand on fera l'étude des glandes surrénales que la responsable, c'est l'absence d'une hormone en particulier qui fait qu'on ne retient pas les minéraux du corps et on est en train de se vider de nos minéraux. Ce n'est pas un bon signe du tout. Hein? Pardon? C'est au-delà de 7,3? Ouais. Les gens qui font pipi à 8 ou à 9, par exemple, hein, alors, hormis des gens qui mangeraient des quantités énormes de végétaux, et donc à ce moment-là, la quantité de minéraux qui arriverait dans le sang dépasserait la capacité d'utilisation par le corps, ça peut arriver, hein, mais on va dire que le bon test, c'est au petit matin. Parce que normalement, au petit matin, la nuit, c'est vraiment la période d'élimination maximale pour le corps. Hein. Au petit matin, votre urine devrait être acide, légèrement acide, c'est-à-dire une urine vers 6, 5, c'est pas mal du tout. Quand on commence à descendre en dessous, ça commence à piquer, hein, le petit matin, on la sent passer l'urine. Et elle devrait être aussi légèrement trouble en théorie. C'est-à-dire que quand on fait pipi dans un verre d'eau, hein, eh bien on devrait avoir légèrement un peu de sédiment. Elle ne devrait pas être complètement translucide. Il devrait y avoir légèrement un petit peu de dépôt. Ça veut dire qu'on élimine. L'urine est un fluide d'élimination. Donc il n'est pas étonnant, et c'est même une bonne chose, d'avoir des produits d'élimination dans l'urine. Alors on me demande toujours, mais qu'est-ce qu'on fait si on fait pipi tout clair, tout blanc? Moi quand j'étais jeune, je croyais que c'était bien. J'étais tout content, on faisait concours à celui qui fait pipi le plus blanc. Donc on buvait de l'eau avec les copains quand je faisais du cyclisme, et puis, oh, t'as vu ce que j'urine blanc? Mais c'est pas le but, hein, parce que là, on fait travailler l'organe pour rien, à vide. Hein. Le but, c'est qu'il élimine des déchets, c'est pas qu'on urine de l'eau. Hein. Donc, quand on a les reins qui ne fonctionnent pas, eh ben, on a pas mal de plantes qui ont une action extrêmement favorable. Il y en a une qui est une véritable panacée, qui est locale, qui est gratuite, qui est sauvage, c'est l'ortie. L'ortie est une plante absolument fabuleuse pour tout l'organisme, en particulier pour la sphère urinaire. Racines, feuilles, semences. Chacune va avoir une spécificité. La feuille, c'est vraiment pour tout ce qui est élimination. La racine, elle est hyper drainante, elle va créer vraiment une diurèse maximale. Et les graines d'ortie, quand l'ortie est mature, ce sont des graines qui sont extrêmement régénérantes pour le cortex surrénalien, donc pour les glandes surrénales. Pour faire bon savant, on dit que les graines d'ortie sont tropho-restauratives des glandes surrénales. Ah ah, je ne sais pas dire une ou un neurone, mais je sais dire tropho-restaurative. Hein. La racine, ça crée une diurèse très très forte, c'est-à-dire c'est une élimination, ça permet de décongestionner les reins. Très très forte. L'ortie est vraiment une excellente plante à avoir, hein, et qui se trouve partout. Donc voilà ce qu'on va dire pour l'instant sur les reins. Ensuite la peau. Je vous ai parlé de la peau. Thierry, juste une question sur le pH de l'urine. Tu disais 6, 6, 5 typiquement par exemple le matin pour lever. Mais une urine qui est par exemple avec un pH à 5, vraiment un pH qui descend plus bas, qu'est-ce que c'est le signe de quoi? C'est le signe que tu es dans une période où tu élimines beaucoup et que ton système lymphatique est déjà bien saturé parce qu'il n'arrive pas à traiter tous les déchets. Donc, moi, tu vois, j'en serai là, je commence à avoir une urine à 5, je vais me dire, oula, en matière, tu vois, si je me suis parti dans une cure de fruits, je vais peut-être un peu lâcher le pied. Parce que là, le système, il commence à être vraiment saturé et puis ça risque de s'emballer. Je risque de finir avec une inflammation urinaire ou quelque chose dans le genre. Hein, c'est un signe. Après, si c'est ponctuel, c'est pas grave. Mais si ça devient régulier, tu te dis là, mon système, il est aux limites du système. Parce que si les déchets ne peuvent pas être traités jusqu'à être ramenés à un pH de 6 à peu près, ça veut dire qu'il y en a trop et que le système, il fonctionne et il élimine alors qu'il n'a pas eu le temps de tout traiter. Donc, on est limite. On est très très limite. Il s'agit de calmer un peu le jeu. Moi j'ai une question sur l'urine, parce que c'est une question qu'on t'a posée d'ailleurs dans des films, mais c'est quand il y a beaucoup de mousse, et quand il n'y a pas du tout de mousse et qu'il y a de la mousse par exemple. Ça veut dire quoi donc? Je ne sais pas. Je sais pas. Je vois jamais la mousse, moi. Je fais pipi dehors, je vois pas la mousse. Ouais, mais ça fait. Bah oui, mais dans les toilettes, si tu vas dans les chiottes. Mais c'est pas parce qu'il y a il y a du chlore dans ton eau ou des trucs comme ça? Non. Parce que nous, bon, par exemple, c'est une anecdote, en étant en Sicile avec une copine, les chiottes étaient dehors et tout, donc on pissait dans des bouteilles. Et un jour, je lui ai posé la question, j'ai dit c'est marrant, quelquefois l'urine, il y a de la mousse, moi, quelquefois il n'y en a vraiment pas du tout.
Et elle me dit, mais moi, il y a beaucoup de mousse. Elle fait une fibromyalgie super avancée. Ah, je connais pas. Et c'était vrai que... Mais il y a certainement des tas de connaissances au niveau de la clinique de l'urine, par exemple. J'aimerais bien aller voir, moi, ce que les médecines chinoises ou indiennes ont à dire de ça, mais il y a certainement beaucoup de choses à dire. Justement, c'était par rapport à Amaroli. Comment tu peux expliquer que ce soit bénéfique puisqu'on réavale les toxines, Alors, ce qu'on appelle Amaroli, hein, l'urinothérapie, le fait de réavaler sa propre urine. Dans l'urine, on va retrouver certaines hormones, c'est certain. Le fait de réavaler peut être bénéfique. Mais moi, je vais vous dire ce que j'en pense d'Amaroli. Tout dépend de ton régime alimentaire. Voilà. Si tu manges des trucs pas géniaux, mais franchement, je te mets au défi de boire ton urine. Déjà, elle sent très très mauvais. Et deuxièmement, je pense que le facteur d'intoxication, on va boire un liquide qui est un liquide épurateur. Par contre, l'urine de quelqu'un qui mange beaucoup de fruits et de légumes, sans une odeur de fruits et de légumes, contient beaucoup de minéraux et certainement peut-être intéressante pour la quantité d'hormones qu'elle contient. Je ne suis pas fanat, moi, de l'urinothérapie. J'ai aucun problème, je ne suis pas inhibé. Hein, j'utilise l'urine en externe, aucun problème. Je l'ai déjà bu pour voir, j'ai aucun problème là, donc ce n'est pas une question d'inhibition. Hein. J'en ai longuement discuté avec quelqu'un qui s'appelle Christian Talchaler, hein, qui est un peu un spécialiste de ça, qu'il a introduit en France. Alors, l'urine est très riche en azote. Si vous regardez, dans 15 jours à peu près, j'ai passé une vidéo, un entretien que j'ai fait avec Éric Escoffier, dans lequel il explique la nécessité d'avoir toujours un rapport entre le carbone et l'azote extrêmement précis. Donc, répandre l'urine pure sur le sol, c'est catastrophique, hein, parce que ça brûle tout, parce que c'est trop riche en azote. Par contre, l'urine extrêmement diluée en fertilisant pour les plantes, c'est fabuleux. Ça, nous, on le fait régulièrement. Ou l'urine mélangée avec du carbone, c'est-à-dire avec de la sciure de bois dans les bonnes proportions. La bonne proportion, c'est tant que ça ne sent pas mauvais. Quand ça sent mauvais, ça veut dire que l'azote, hein, est en train de se transformer en nitrate, si je ne me trompe pas. Ammoniac, pardon, ammoniac. Et c'est ça qui fait que ça sent mauvais. Là, ça veut dire que le rapport entre le carbone et l'azote est déséquilibré. Mais l'urine est un formidable fertilisant. Oui, dans les bonnes conditions, toujours pareil. Et dans des pots, et pas dans la terre, dans des pots, en ville, oui. Des grands pots où il y a de la terre, on peut mettre un peu d'urine avec de l'eau. Oui, dilué, oui. Dilué, oui. Donc, avant de faire la pause, je voulais vous parler de la peau rapidement. La peau, et on parlera des poumons tout à l'heure hein, quand on reprendra. La peau, c'est le plus grand organe d'élimination de l'organisme. Pas mal, la peau. Plus grande surface. La peau, elle est souvent négligée hein, en termes d'élimination. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, on a des problèmes de peau. Alors, la peau, elle est surtout malvenue au niveau élimination. C'est que comme c'est quelque chose qu'on voit bien, la peau, on fait tout pour éviter les éliminations au niveau de la peau. Hein, la moindre irritation, le moindre bouton, la moindre rougeur, la moindre inflammation, on fait tout, c'est-à-dire qu'on prend des crèmes à base de cortisone qui sont anti-inflammatoires pour empêcher la réaction à l'échelle de la peau. Donc, la peau est un énorme organe d'élimination. On peut favoriser le fonctionnement de la peau en termes d'organes d'élimination. Il y a 2 techniques qui sont fabuleuses pour ça. La première et la plus simple, c'est ce qu'on appelle le brossage à sec. Hein, donc pour tous ceux que ça intéresse, il y a pas mal de littérature là-dessus. Il s'agit d'avoir des brosses qui soient adéquates. Il vaut mieux avoir des brosses en fibre d'agave. C'est vraiment les meilleurs pour le brossage à sec. J'en ai essayé pas mal et c'est de loin les meilleurs. On peut se brosser à fibre d'agave, ouais. Et il n'y en a pas, on n'en vend pas ici au stage? Non. Non. Il y en a maintenant, je crois, sur la boutique du site. Ça y est, je crois. Et je crois même qu'ils ont réussi à se procurer celle pour le visage. C'est tout nouveau. Mais ouais, elles sont super. Moi, je les avais. C'est la petite, ouais. C'est celle qui font. Moi, je les avais testées à l'Institut Bernard Jensen aux États-Unis. Et franchement, celle pour le visage, elle est excellente parce qu'elle est un tout petit peu plus douce que l'autre. Et ça fait vraiment une différence. Mais pour tous les gens qui ont des peaux qui ont tendance à être extrêmement grasses avec des boutons au niveau du visage, alors au début, il faut y aller doucement pour ne pas s'irriter. Mais rapidement, on a une peau qui est absolument fabuleuse. Et si on n'a rien de spécial, c'est bien de le faire. Ça tonifie la peau. Moi, je trouve ça.
Bernard Jensen, qui était un très grand hygiéniste et qui était vraiment un spécialiste, un iridologue en particulier, hein, c'est certainement l'iridologue le plus expérimenté de la planète, qui a passé le plus de personnes, donc vraiment un grand bonhomme. Pour lui, le brossage à sec de la peau et les lavements étaient les deux techniques d'hygiène par excellence. Il n'arrêtait pas d'abonder pour le... Alors, lui, il disait, le brossage à sec de la peau, bon, pour des motifs esthétiques, passons, mais c'était surtout en termes d'élimination. Il dit, on est loin d'utiliser à plein le potentiel éliminatif de la peau. Pourquoi ? Parce que comme on ne le brosse pas, il y a énormément de matières mortes qui stagnent au niveau de la peau, et donc tant qu'elles y sont, eh bien, il n'y a pas une ressortie, les pores sont bouchés, ainsi de suite, donc il faut les stimuler tous les jours, plusieurs fois par jour, lui, se brosser. Il ne s'agit pas d'y passer un temps fou, mais moi je me brosse en 3-4 minutes, c'est fait. Au petit matin, voilà. En plus c'est bien, moi je sens, on sent la circulation au niveau de la peau, c'est très très agréable. Est-ce que ça peut remplacer une douche? Ouais. Et qu'est-ce que tu penses des gommages dans le hammam, le gommage traditionnel en fait, des orientaux? Oh, c'est certainement une bonne solution aussi. Ça ne remplace pas le brossage à sec quand même, hein. C'est pas la même chose. C'est agréable, mais ça ne remplace pas le brossage à sec. Mais tu sais, tu parles d'hygiène, hein, si je parlais de la fréquence de mes douches, je ne lave pas et ainsi de suite. Mais en termes d'hygiène corporelle, le brossage à sec de la peau est réellement une pratique d'hygiène corporelle. Pourquoi ? Parce que ça va enlever toutes les matières mortes, ça va stimuler la multiplication des bactéries au niveau de la peau qui vont réaliser tout le travail de nettoyage. Et c'est réellement un geste d'hygiène quotidienne. Alors que se passer à l'eau, bon voilà, ça enlève un petit peu si tu as un peu de sueur ou des choses comme ça, mais ni plus ni moins. Et alors se passer avec des savons détergents, au contraire, ce n'est pas un acte, c'est pas un geste ni un acte qui va dans le sens de l'hygiène, dans la mesure où tu détruis les populations bactériennes, hein, et donc que tu empêches ces mécanismes de régulation d'opérer au niveau de la peau. Donc c'est pas du tout. Notre notion de l'hygiène corporelle est complètement galvaudée et malmenée par des schémas, des représentations et des intérêts économiques. J'en ai parlé plusieurs fois dans des vidéos, les besoins de se laver sont extrêmement réduits. Par contre, il y a les techniques d'hygiène qui sont réelles. Pareil au niveau des cheveux, si je vous disais que je ne me suis pas lavé les cheveux depuis 2 ans, en fait, ça peut surprendre, je ne me suis pas lavé les cheveux depuis 2 ans. Je me brosse les cheveux 1 à 2 fois par jour vigoureusement. Et je mets quiconque au défi de trouver... je veux dire, mes cheveux, ils sont parfaits, quoi. Il n'y a aucun problème. Au contraire, j'avais des problèmes de pellicule à répétition. J'avais le cuir chevelu qui me démangeait tout le temps. C'était atroce. Je passais mon temps à me faire des shampoings et puis c'était de pire en pire. Pourquoi ? Parce que je tuais les populations bactériennes jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Mais écoute, c'est possible de ne pas se brosser ?» Je me dis « Pourquoi on n'essaierait pas ?» J'ai essayé et j'ai été stupéfait. Et pareil pour le lavage. Moi, j'avais des gros problèmes de peau et à partir du moment où j'ai arrêté de me laver, ça ne veut pas dire ne pas se passer à l'eau de temps en temps, mais juste se passer à l'eau, quoi, pour le plaisir. Mais c'est tout, quoi. Aucun produit détergent. Moi, je ne me suis pas lavé avec un savon depuis plusieurs années. Et pareil, je mets quiconque au défi de mettre son nez sur ma peau et de sentir la moindre odeur corporelle. Contrairement à pas mal de gens que je croise qui se lavent plusieurs fois, des fois 2 fois par jour et qui sentent extrêmement mauvais. Parce que la question de l'aspect de la peau n'est pas une question de traitement externe, c'est une question de milieu interne. La peau est le reflet de notre milieu interne. Si le milieu interne est sain, eh bien la peau sera saine automatiquement. Les odeurs corporelles seront agréables et il n'y aura aucun problème de ce côté-là. Tu parlais des membranes qui agissent dans les 2 sens. On sous-estime beaucoup le fait avec l'eau qu'on a à disposition actuellement qui est beaucoup chlorée, la quantité de chlore qu'on peut absorber par... C'est colossal. C'est colossal. Ce qu'on se met sur la peau, on l'avale littéralement. Pour ça, même les cosmétiques bio, quand on parle de cosmétiques bio, j'ai dit aux personnes, ok, le bon test, c'est tu prends ton tube du docteur machin chose là, tu te le mets dans la bouche et tu vois comment tu vas te sentir. Parce que, on pose les trucs sur la peau et ça disparaît. C'est pas Gérard Majax, hein. Je veux dire, si ça disparaît, c'est pas sublimé dans l'espace-temps, hein. C'est juste que c'est passé à l'intérieur. Alors, si on prend des bains avec des produits reminéralisants comme le sel ou choses comme ça, est-ce que ça va être absorbé? Ça va reminéraliser de l'extérieur? Si on a besoin de se reminéraliser de l'extérieur. Alors, on verra que la biodisponibilité de ces minéraux, elle est relativement limitée. Mais dans l'absolu, oui. Et les bains de mer, oui, sont reminéralisants, oui.